Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci de nous rejoindre dans la troisième partie de cette émission, Les Grandes Gueules, sur notre antenne. Mesdames et messieurs, on poursuit le débat, évidemment. On en vient à cette partie enquête, cette fois-ci, mon cher Tamba Zakari Milimono. Mais bien avant, mon cher Ahmed, on a écouté Kemoko Touré, mon cher Antoine Kemoko qui est intervenu. Allez-y. Oui, Kemoko, il a résumé, il a campé la situation, et avec lui demain, il est évident qu'on aura beaucoup plus d'informations sur ce que font les sociétés minières en Guinée et sur le cas Fréguia surtout. Moi, je crois que ce qui serait impérieux au stade où nous sommes, c'est de faire des assises sur Fréguia. Moi, oui, je préconise cela. Il faut qu'on revoie le contrat. Des assises sur Fréguia, ça devient récurrent. Je ne peux pas comprendre qu'une solution soit trouvée éphémère et qu'on en soit à une situation où c'est comme si on retournait à la case départ. J'ai l'impression que ce qu'on a traversé dans le passé, je suis inquiet que nos vieux démons ne se réveillent. Il serait important qu'il y ait une assise sur Fréguia afin que le contrat, madame Hier, on l'a rappelé, il faut qu'on questionne le contrat qui lie Rusal à la Guinée. Il faut qu'on le questionne pour comprendre c'est quoi les dessous. Qu'est-ce qui fait que Rusal ou les Russes se sentent si forts pour qu'à chaque fois qu'on montre aux Guinéens qu'ils ne sont rien devant eux. J'ai cité le cas de quelques comportements russes sur le rail par exemple. Il y a eu le cas de cet accident qui a eu lieu à Matoto, où un jeune Guinéen a été renversé par l'ambassadeur de Russie en Guinée, Alexandre Brigadier. Le jeune a vu la peau du corps complètement arrachée. On l'envoie à l'hôpital donc pour son traitement. La Russie ou l'ambassadeur a refusé au départ de s'occuper du jeune. C'est Thibou Kamara à l'époque qui a investi plus de 10 millions pour les soins de ce petit. C'est quand on a vu que le petit s'en sortait un peu, l'ambassadeur a eu de l'empathie pour le jeune. Il est allé en famille offrir 5 millions comme contribution. Ça s'est passé ici en Guinée. À l'époque, j'ai suivi le dossier. Des Guinéens voulaient même manifester devant l'ambassade de Russie. Ça ne s'est pas passé. Donc je me dis, à un moment donné, il faut qu'on arrête. On ne peut pas continuer à traiter les Guinéens comme des moins que rien, comme des personnes qui n'en valent pas la peine, alors qu'on est chez nous. Il serait important que les Russes reconsidèrent leur position vis-à-vis des Guinéens. Certes, leur comportement n'est pas fortuit, ils le font parce que les Guinéens encouragent cela, mais il serait important qu'à un moment donné, qu'on arrête et que l'État guinéen, avec bien sûr les nouvelles autorités, qu'on revoie la façon dont il faut coopérer avec ces Russes-là. Ça devient trop. Il y a le cas des rails que j'ai rappelé. Attendez, Moïse, vous avez rappelé le cas des rails avec ces Russes qui ont refusé que les nouveaux wagons envoyés par Abakar Silla. Oui, Abakar Silla que vous connaissez, ne circulent sur ces rails. Mais il y a eu cette décision avant cela qui a été prise, qui a empêché Conakry Express de circuler. Rappelez-vous, à l'époque, les Russes ont dit que les rails n'étaient pas nettoyés. Il faudrait que l'État guinéen s'engage à nettoyer les rails parce que parfois des individus, des citoyens mettaient des ordures sur les rails, ce qui faisait que parfois les trains avaient du mal à circuler. Donc ça fait que Oye Guinavogui, à l'époque qui était ministre, avait tapé du poing sur la table pour convoquer les Russes. À ce niveau, je me dis qu'à l'époque, il y avait un ministre au moins qui a osé... Pour le nettoyage quand même, ils avaient raison. Oui, mais ce n'était pas la seule préoccupation. Donc, ce que je vais dire pour clore la mine, j'ai rappelé quelques solutions, quelques actions à entreprendre pour que cette situation s'arrête. Je vais dire pour clore qu'à un moment donné, il faut que nos autorités, surtout la nouvelle, j'insiste beaucoup pour interpeller la ministre de l'Environnement. Beaucoup pensent qu'elle n'a pas de poigne, qu'elle n'est pas assez autoritaire. Je pense qu'elle peut quelque chose. Mais c'est peu quand même. Non, si un préfet a été affilié, si un sous-préfet a été affilié, et qu'ils ont été traités comme des personnes assez banales, c'est parce que justement... Comme des malpropres. Des malpropres, parce que justement, ces autorités que sont les préfets et les sous-préfets, parfois, ne sont pas considérées dans ces villes-là. Pourquoi ? Bangali Touré, M. Kemoko Touré l'a dit, parfois ces autorités-là s'adonnent à des pratiques assez peu honorables. Parce que souvent ils se laissent aller par ces sociétés minières qui leur donnent de l'argent. Mais bien sûr. Souvent, Demain on aura le temps de faire, je le disais avec Ahmed, l'état général en tout cas des mines, en tout cas en Guinée. Allez-y, mon cher Ahmed Kamara. Moi je dirais tout simplement aux travailleurs de Rusal en ce moment courage, parce que ce sont des travailleurs qui sont maltraités, qui travaillent malgré eux-mêmes aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il faut signaler que cette société, les gens qui y travaillent sont là aujourd'hui pour avoir rien que le petit pain, sinon c'est même pas des salaires ce qu'on les donne. Ça c'est de la maltraitance. Les grandes gueules.
dit que non, la mission de l'État a été refusée au sein de l'usine que par les Russes. Qu'est-ce que les Russes ont fait? Les Russes n'ont rien fait. Quand vous avez parlé des préfets tout de suite, le préfet veut aller rendre visite à l'usine pour voir ce qui se passe là-bas. Il s'assoit, on déplace un véhicule de l'usine pour aller le chercher. Et quand il arrive, il se promène. Après, on lui donne une enveloppe on lui dit frais d'émission. Il prend ça. Après, le véhicule va le déposer. Vous voulez qu'on le respecte? On ne peut pas le respecter. Ça, on ne peut pas le respecter. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question forcément des Russes. C'est une question de généralité. Ouais. Que ce soit les Russes, que ce ne soit pas les Russes. La question des mines, lui, il a parlé des États généraux sur Fria. Non, moi, je dis que c'est l'ensemble de la question minière. Monsieur Kemoko, un des cadres comme ça qui existe, on s'en fout aujourd'hui de ses compétences, mais on le laisse comme ça tranquillement, alors qu'on peut avoir quelque chose avec lui. Donc je pense que ce sont des personnes dont le CNRD aujourd'hui doit s'approcher pour négocier et vérifier les contrats. Comme conseiller, c'est important parce qu'aujourd'hui il faut c'est la nation, c'est important ce qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui on nous dit quoi? Non, il n'y a pas de rentabilité. Il nous dit en 2 ans, une entreprise minière qui fait le paquet peut rentabiliser tout ce qui a été mis là-bas. Afria, on est tout le temps en train de parler de redémarrage. On est plus dans une question de redémarrage. Il faut signaler qu'à Afria, il y a 4 trains qui partent chaque jour, chargés de 30 wagons. Les camions 7-7, qui sont au nombre de 4, font chacun 120 tonnes par voyage. Et on me dit que non, l'entreprise n'est pas rentable. Qu'est-ce qui n'est pas rentable? C'est rentable. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train non seulement de berner les Guinéens, mais aussi... ceux qui sont en train de berner ne sont pas forcément ces entreprises minières, mais ce sont aussi nos autorités qui nous ont longtemps volé. Les inspecteurs dont on parle qui étaient là-bas, pas seulement les préfets, les inspecteurs des mines qui partent, les inspecteurs de l'environnement qui partent. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Mais ils partent pour faire quoi exactement? Quel est l'inspecteur un jour qui a fait un rapport pour accabler ces entreprises-là? Il y a aussi des instances ici. Si votre contrat doit être renouvelé, qui doivent forcément donner leur quitus pour dire oui, vous avez tout respecté. Mais ces institutions-là existent dont on ne parle jamais, mais pourtant, eux, ils donnent le quitus à l'État pour dire oui, que tout a été bien fait. Pendant ce temps, les communautés sont en train de mourir de l'autre côté. Prenez tout simplement la SMB. La SMB, regardez la stratégie des sociétés minières. L'exploitation, c'est eux qui font. Le transport, c'est eux qui font. L'achat, ils achètent eux-mêmes. La transformation, c'est encore eux. La revente sur le marché international, c'est encore eux. Ils fixent le prix à l'achat ici. C'est eux-mêmes. Ce qui les arrange, c'est ce qu'ils mettent. Vous trouvez ça normal? Non. C'est quoi le contenu local? Monsieur Kemoko l'a signalé tout de suite. Donc je pense que ce n'est pas une question... Aujourd'hui, si les autres présidents, il faut le dire, ont décidé de ne pas prendre les mines comme le levier de l'économie en Guinée. Mais ces derniers temps, nous avons accepté, si on le dit, on peut le dire ainsi, nous avons accepté d'activer nos différentes mines en distribuant aux sociétés, à plusieurs sociétés minières. Mais il est grand temps qu'on tape du poing sur la table. Il faut que aujourd'hui que nous puissions profiter de ces richesses-là. Faites un tour à Bokeh. Je déteste aller dans cette ville. Oui, je vais le dire aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Il y a trop de poussière et il fait chaud. Ouais. J'aime pas ça. Je déteste ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça, Bokeh. On est capable. Voilà, oui, il est libre. Mais je dis ce que je pense. Mais bien pourquoi? sûr. Mais quand je dis que je déteste aller dans cette ville, mais c'est à cause de ces miniers. C'est juste fou. À Bokeh à 14h, c'est 43 degrés. Voilà, c'est à cause de ces miniers. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Donc pour moi, ce ne sont pas des Russes, ce ne sont pas des Chinois, ils n'en sont pour rien. Nos autorités nous ont trahis, c'est ça la réalité. Voilà. Alors il faut revoir l'ensemble de ces contrats. J'ai discuté avec un spécialiste des mines qui me disait quoi? Au-delà de tout ce qu'on donne, toutes ces sociétés minières donnent à l'État, chaque société minière est capable de débourser 1 million pour l'État chaque mois, au-delà, je vous dis bien, 1 million de dollars. Au-delà de tout ce qu'ils versent à l'État, ils sont capables de donner ça. Mais vous savez où c'est 1 million l'appart? Demandez les secrétaires généraux, mon cher. Mais c'est ce que je veux dire. Mais vous savez où ministère des Mines, où c'est 1 million là? Alors là, mon gars. Où c'est 1 million l'appart? Mais c'est pas que ces secrétaires généraux, ces inspecteurs dont on parle, on a refoulé ces mêmes inspecteurs là. Mais ce sont eux, ces inspecteurs des mines, de l'environnement, de je ne sais quoi. Mais ils vont se remplir les poches là-bas. Alors, je pense que le colonel Doumbia, comme on l'a dit, s'il dit qu'il veut reformer, je vais lui dire une chose aujourd'hui. Des spécialistes
qu'on pouvait lui envoyer ont été tout simplement repoussés. Ils sont en train de le placer dans une bulle. Il se retrouvera dans la même situation, je vous dis bien, que d'autres présidents africains ou comme le professeur Alpha Condé. Il risque de poser des actes pensant qu'il est en train de poser dans le bon sens. Mais mon cher, ils sont en train de le tromper et placer leurs hommes. Le système est en train de se reconstruire, mais d'une autre manière. On prend coup. Je pense qu'il a compris ça. Les gens sont en train d'aller... Le système est tellement puissant aujourd'hui. Ils sont en train mais ils de ont se des hommes reconstruire. partout. C'est des sorciers, les gars. Mais c'est fou. Mais je vous assure, c'est incroyable. Allez, on revient dans un instant avec la partie enquête. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Nous avons entendu sous d'autres cieux, mais rapidement, avant cela, Lamine, moi je l'ai dit et je le répète encore, j'ai passé 3 jours à Fria, des amis à nous dans le cadre d'un camp biblique zonal, donc de toute la Basse-Côte, les jeunes de notre église, on s'est retrouvés du côté de Fria, et puis je puis vous dire que un peu plus de 50% de ces jeunes sont revenus malades, enrhumés, tous toussant comme ça, sur plusieurs jours. Certains ont été alités et pour les mêmes problèmes, c'était des problèmes de respiration, des problèmes de tout. Ceux qui sont à Fria ne sont certainement pas plus solides, mais c'est de la contamination lente, progressive qui se... On voit les images à l'instant à la télé. Exactement. Ouais. Donc c'est une contamination lente et progressive qu'il y a du côté de Fria. C'est une... Allez-y. Vous voyez bien que c'est une urgence humanitaire, c'est une problématique de santé publique. C'est là que nous en sommes aujourd'hui. Vous posez la question, finalement, rien ne se passe. En fait, ce que l'on dit, ce que Jacques a décrit, ce que Moussa est revenu... Allez, oui, allez-y, mon cher Tamba. Voilà, donc ce que Moussa est revenu appuyer à la suite de Jacques, c'est de dire tout simplement qu'on a proposé à la population de Fria de choisir entre la mort aujourd'hui et la mort de demain. De toute façon, ce sera une mort orchestrée. Soit vous mangez pas, vous mourrez, ou vous mangez, mais vous mourrez quand même du fait de cette contamination à la poudre d'alumine. Et je veux simplement dire, peut-être à vous, mais aussi à ceux qui nous écoutent, la question de Fria, il faut être réaliste dans cette situation-là. C'est une ville qui s'est adossée à l'exploitation minière. C'est une ville accident de l'exploitation minière. Ça ne tourne pas sur les mines. D'ailleurs, ça ne va pas continuer. Il est grand temps, je le dis encore, pour le ministère de l'administration du territoire, pour les élus locaux de ce côté, pour les préfets qui sont amenés là-bas au compte des pouvoirs déconcentrés, de réfléchir dans le cadre d'une innovation territoriale à redéfinir les leviers de la survie de la ville. Sur quel levier on peut aller? On peut trouver des terres pour les entreprises, pour que les entreprises... Les grandes gueules. Et c'est maintenant qu'il faut poser cette question, parce que sinon, cette pollution-là va amener à quelque chose. Les eaux ne seront plus viables, les eaux en surface, mais les eaux souterraines aussi ne seront plus viables. La végétation, ce sera le même problème. Le réchauffement climatique intenable, ça va finalement faire que la ville, il faudra tout simplement l'abandonner. Pour qu'elle disparaisse. En fait. Si vous voulez vivre, il faut fuir Fria. C'est là qu'on est en train de s'acheminer. Il y a cette question de révision qui a été annoncée par le nouveau ministre des Mines dès sa prise de fonction. Dans son discours à la passation de service, il a annoncé des révisions sur les contrats miniers, mais c'est la même rengaine. Il faudra pour le CNRD, cette fois-ci, d'y avoir un œil, un regard méticuleux à chacune des lignes qui sera annoncée. Maintenant, on vient à ce cas, à ce sujet. On a entendu ce nom. Ce n'est pas un nom étranger à quiconque suit l'actualité du monde. Victor Boyarkin. Victor Boyarkin, c'est un nom qui revient. Nous sommes intéressés à lui parce que tout simplement, nous avons découvert quelque chose et c'est ce que nous allons partager ce matin. Ouais. La première chose à savoir, parce qu'il faut savoir de qui l'on parle et surtout de planter le décor sur Rusal. Parce que Rusal, en plus d'être une entreprise qui fait dans l'aluminium, c'est un moyen de pression diplomatique, d'influence diplomatique important aujourd'hui pour la Russie, aux mains de Vladimir Poutine. Il ne faut pas s'en cacher. Ce qui se passe, c'est que
Le propriétaire de Russal a un nom, c'est Oleg Deripaska, qui intervient dans le secteur, dans l'industrie de l'alumine un peu partout à travers le monde, donc y compris en Guinée. Sauf que plusieurs médias internationaux que j'ai pu consulter l'affirment de façon assez nette, il serait donc très très proche de Vladimir Poutine. Mais Victor Boyarkine, pour revenir à lui, je veux rappeler en premier élément qu'il est présenté, d'un point de vue de sa profession, comme un officier du renseignement russe. Ça, c'est une première chose à savoir. C'est pas un lakoudou, comme on dit, mais carrément un officier de premier ordre en termes de renseignement en Russie, ce monsieur. Ce monsieur, au-delà de cela, qui est-il? C'est aussi un diplomate russe, notamment la plage temporelle d'exercice de la diplomatie pour Victor Boyarkine, c'est les années 90. On l'a vu notamment à Mexico et puis aux USA intervenant par moment. Et dans la diplomatie, c'est un attaché militaire. Un attaché militaire. Maintenant, la littérature journalistique parle de lui aussi. Et ça, c'est plusieurs sites d'information crédibles, y compris français et américains que j'ai pu consulter, le présentent comme un vendeur d'armes. Certains vont jusqu'à parler de trafiquants. De trafiquants d'armes et de toutes sortes de leviers d'armes. Des armes légères, des armes moyennes et même des armes entrant dans la balistique marine. Et donc, ce n'est pas du menu fretin que ce Victor Boyarkine. Vous allez comprendre pourquoi, plus loin, je suis en train de planter ce décor-là. Mais ce n'est pas tout. En parlant de ça, nous avons suivi en 2016 le fameux feuilleton de l'ingérence américaine, l'ingérence russe dans les élections américaines. Tenez-vous bien, Victor Boyarkine est un nom qui est encore revenu. Plusieurs sites d'information américains, y compris le New York Times, reviennent sur ces, a priori, ça se dit comme ça, des accointances entre Boyarkine, Oleg Deripaska, propriétaire de Russal, dont on est en train de parler, et Paul Manafort. Paul Manafort qui a conduit la campagne de Donald Trump jusqu'à un certain niveau. C'est à partir de ce scandale de 2016 que Donald Trump va se voir obligé de rompre sa relation avec Paul Manafort. Donc, encore une fois, le nom... Qui a été gracié et qui a été condamné et gracié ensuite par... Donc, bon, bien évidemment, le nom de Victor Boyarkine revient également dans cette affaire d'ingérence russe dans les élections américaines. Même si Moscou, et il faut leur laisser ce droit-là, Moscou a continué de clamer qu'il n'avait rien à voir avec des élections américaines. Donald Trump est passé, il est passé, point barre, les Américains l'ont élu, on a suivi tout le règne de Trump, ces feuilletons à n'en pas finir auprès de la justice, auprès du Congrès aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Ce qui se passe, justement, c'est que en raison de ces accointances soulignées par à la fois quelques éléments de l'administration américaine et les sites de la place, c'est que ce même Boyarkine, et moi j'ai lu pas mal de sites crédibles là-dessus, y compris français, américains et anglais, justement parlant de lui, il serait impliqué dans la présidentielle de 2016 au Monténégro. Vous allez voir pourquoi j'en parle maintenant. Vous savez, il y a l'OTAN. Il y a toujours cette crise, c'est-à-dire c'est comme une nostalgie des années de guerre froide. Les grandes gueules. La Russie ne voudrait pas du tout s'en passer. Et puis le Monténégro il y a, comme on dit, il y a un régime qui n'est pas favorable au Kremlin. Ce que ces articles essaient d'établir, c'est qu'il y aurait eu, là encore, une ingérence de la Russie qui aurait apporté de l'argent pour financer l'opposition pour que le régime en place tombe. L'enjeu de géopolitique derrière, et de géostratégie d'ailleurs, c'est d'éviter justement que le Monténégro adhère à l'OTAN. Parce qu'il y a ce traité de l'OTAN, le traité outre-Atlantique, qui fait que tous les États membres de l'OTAN sont protégés dès qu'il y a une attaque étrangère, quelle que soit l'origine de l'attaque. C'est-à-dire que si la Guinée a signé le traité outre-Atlantique et que
par exemple, il y a un pays comme encore le Portugal, viennent attaquer la Guinée, automatiquement, tous les pays membres, donc la force ainsi créée, est dans l'obligation de protéger, de riposter, de riposter pour protéger cet État-là. Ouais. Et d'après les informations que j'ai glanées, le Kremlin ne souhaiterait pas avoir tout près d'elle, parce là on parle de l'ex-URSS, exactement, donc avoir une telle entité à ses portes. Lamine, ce qui nous intéresse ce matin, c'est que nous sommes tombés quand même sur un document. Et c'est un passeport. Un passeport, je donne le numéro rapidement. La DCPAF peut nous aider à comprendre. Ouais. La direction de la surveillance du territoire, qui est rattachée au ministère de la Sécurité, peut nous aider à comprendre. La justice guinéenne et la présidence de la République peuvent nous aider à comprendre. On peut même étendre cela plus loin à l'ancien ministre de la Défense, Dr Diané, gardien du Temple, pour nous aider à comprendre ce qui a bien pu se passer. Le numéro du passeport, c'est le passeport D, avec 1, 2, 3, 4 et 5 0 803. C'est le numéro du passeport. Le nom là-dessus, c'est Victor Boyarkin. Un passeport guinéen. Un passeport guinéen. Voilà. Les grandes gueules. Donc, ce Victor Boyarkin, né en 58, j'ai toutes les dates, j'ai toute la documentation, né en 58, 57, je ne sais plus, je revois cela. Et donc, il est guinéen. Il est guinéen. Wow. D'après ce document-là. Ce nom revient dans le cadre de tout ce que je vous ai évoqué. Ça revient dans l'ingérence russe. Les grandes gueules. Mais ce passeport a été délivré le 19 juillet 2017 par la DCPAF. Donc, on n'était pas encore totalement dans l'histoire du troisième mandat. Ouais. Mais petit à petit, et je vais revenir là-dessus, pour nous aider peut-être pour provoquer un peu des réflexions là-dessus pour voir ce qu'il en est. Victor Boyarkin, russe, proche de Oleg Deripaska, propriétaire de Rusal, dont on est en train de parler, et donc proche de Vladimir Poutine, est un Guinéen, comme vous et moi. Il a la nationalité guinéenne, et donc, même si on reconnaît qu'il est né en Russie avec des informations précises sur le document dont j'ai la copie, je veux rajouter une chose, il a un passeport guinéen. Au-delà de cela, ce passeport est un passeport diplomatique. Les grandes gueules. Un passeport diplomatique extraordinaire délivré à ce monsieur par l'administration guinéenne. C'est un sujet particulièrement sensible. Et c'est pourquoi je pose quand même la question aujourd'hui. Pourquoi était-il en Guinée? Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit d'être en Guinée. Mais c'est un monsieur, en plus de tout ce que je viens d'évoquer, qui est frappé de plein fouet par toutes sortes de sanctions américaines, y compris par le Trésor fédéral américain. Je suis allé sur le site du Trésor américain. Effectivement, son nom revient comme ceux qui sont frappés de sanctions par l'administration américaine, Lamine. Comment se fait-il qu'à ce moment précis, parce que là c'est de 2016 à 2017, vous avez bien vu que c'est le 19 juillet qu'il obtient le passeport guinéen. Jusqu'en 2022, et ça c'est jusqu'en juillet 2022, son passeport est valide. Il est guinéen avec un passeport diplomatique, donc diplomate guinéen. Alors, il y a pas mal de questions. Première question, c'est pourquoi est-il en Guinée? En tant que figure quand même assez sulfureuse, pourquoi est-il en Guinée? Et pourquoi bénéficie-t-il d'autant d'attention et d'égards de la part de l'État guinéen? On peut se poser cette question légitime. Ouais. Dans quelles conditions a-t-il accédé à la nationalité de notre pays? C'est son droit. Le président de la République, parce qu'il faut rappeler, parce que je me suis aussi rapproché de juristes pour savoir dans quelles conditions on peut accéder à la nationalité, la durée moyenne, c'est 5 ans. En Guinée? En Guinée, c'est 5 ans la durée moyenne. Mais il y a des gens qui déposent leurs dossiers, même sont déchirés, on ne les retrouve plus, ils n'y acceptent pas. Ce monsieur a donc accédé à la nationalité guinéenne. Dans quelles conditions? A-t-il fait la demande? Auprès de quel service? La direction de la surveillance du territoire est-elle au courant d'une telle situation? Parce que personne n'entre en Guinée régulièrement tant que la direction de la surveillance du territoire n'est pas au courant de sa présence. Ouais. Avant de délivrer la nationalité guinéenne à qui que ce soit, il y a un moment d'analyse et d'enquête de moralité sur la personne. On étudie sa vie, on demande son casier judiciaire. Son antériorité est passée au crible. Tous ces éléments, sous toutes les coutures, sont examinés. Que s'est-il passé dans le cadre
de Victor Boyarkin pour qu'il soit non seulement guinéen, mais qu'il soit guinéen et diplomate à la fois. Est-ce que dans le cadre de ce troisième mandat, est-ce qu'il a eu un rôle à jouer? Vu que c'est un officier de l'information, est-ce qu'il a eu un rôle à jouer en termes de fourniture d'informations auprès de l'État guinéen? Il y a pas mal de bruit que l'on apprend autour. Le monsieur aurait été rémunéré, il aurait eu une rente mensuelle d'un certain montant, mais tout ça n'est pas prouvé, donc je me garde de l'affirmer ici à l'antenne. Mais tous ces éléments que j'évoque tantôt sont des éléments qui sont revenus. Maintenant, je termine en disant qu'on se leurre pas aussi. Sous Alpha Condé, progressivement, la France et les États-Unis, on a vu qu'on les a mises progressivement à la porte. On les a mis progressivement à la marge. Et puis la Russie et la Chine ont gagné du terrain. Et aussi la Turquie. Ces États-là, on les connaît. L'Occident est repoussé, le monde socialiste revient en force. Donc, et plus loin, est-ce que tout ça, est-ce qu'il y aurait eu des implications directes de la Russie dans la question du troisième mandat? Ça, c'est une question soulevée par cette situation où l'on parle de Victor Boyarkin. Et c'est ce qui me fait dire que la Russie, Russell sous Alpha Condé, pouvait tout faire parce que Oleg Deripaska est un proche de Vladimir Poutine et on a vu Alpha Condé aller commander la bénédiction de la Russie dans le cadre du troisième mandat. Ce n'était pas passé inaperçu, la presse s'en était saisie. C'est une question entière. C'est une question réelle, super sensible, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais si Deripaska a pu être traité avec autant de révérence, autant d'attention et de respect dans notre pays, ça un peu vous dire jusqu'où est-ce qu'on en était arrivé. Et aussi poser la question pour la transition, ça va être central. La question de Russell est une question assez sensible et assez stratégique. Une patate chaude à devoir gérer par Doumbouya et toutes ces équipes. J'ai simplement envie de leur dire bon courage. Voilà, voici donc notre partie enquête. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Complément d'info avec vous, on a écouté Tabaza Karimi Limono Jacques Lewa. Évidemment, ce qu'il faut peut-être ajouter, et là on a pu aussi le lire à travers ce document, c'est qu'il a été impliqué, mais véritablement, dans les négociations qui ont abouti à la relance de l'usine Frigia en 2018. Donc 2016-2017, il est en Guinée, il obtient ce passeport, il participe donc à toutes les négociations qui ont permis d'arriver à la relance de l'usine avec toutes les conditions qui étaient posées, notamment l'octroi du gisement de Diandian qui a été accordé, et puis les conditions environnementales qui ne devraient pas forcément être respectées puisqu'il se disait que c'est la population qu'on venait secourir d'Afrique. Ouais. Allez-y, Madame Hiro. Alors, je pense que c'est pas étonnant de voir un étranger se faire un passeport ici, passeport guinéen. On a souvent eu des dossiers comme ça où par rapport aux différentes migrations qui se font à l'international, des gens qui sont arrêtés, qui sont détenteurs de passeports guinéens, mais en fait qui ne sont pas guinéens. Parce que chacun peut venir ici s'offrir un passeport. Seulement, ce cas-là, c'est pas un cas ordinaire. Justement, c'est pas ordinaire. C'est pas ordinaire. Ouais. C'est quand même, on parle de personnes qui se trouvent dans une sorte de secret défense d'un État, pas n'importe quel État, mais la Russie. En même temps, c'est le mal de tout ça, c'est jusqu'où les gens peuvent aller pour défendre les intérêts des autres au détriment des intérêts de leur peuple. C'est ça un peu le problème de la Guinée. Vous permettez de faire des choses comme ça, en fait, pour défendre un pays. Mais vous qui êtes là, vous les autorités, à commencer par le chef de l'État et toutes ces personnes qui font ce genre de pratiques, qui savent que ça n'arrange pas le pays, voyez ce qui se passe avec la Russie. Toutes ces sociétés minières, voyons ce qui est en train de se passer. Vous savez parfaitement que ça n'arrange pas le peuple. Mais vous permettez, parce que vous réussissez à vous enrichir, à faire bénéficier une minorité. C'est votre famille, c'est vous, c'est votre entourage. Tant pis pour le reste, tant pis pour la population, c'est ça le mal de la Guinée. Mais je pense qu'il y a du chemin à faire. Le colonel Doumbouya, je pense que s'il faut faire cette refondation, il y a beaucoup de travail à faire, mais avec des risques également. Mais je pense qu'il faut savoir jouer carte sur table, savoir comment jouer les dés pour que la Guinée puisse vraiment bénéficier de toutes ces richesses. Parce qu'on ne peut pas, depuis 1958,
la mine, comment on appelle, la bauxite ne fait que sortir de ce pays-là. Mais on ne réussit pas à faire en sorte que le pays en bénéficie. Moi, la question que j'aurais aimé poser à M. Touré, c'est est-ce qu'on peut inverser la tendance demain? Est-ce qu'on peut inverser cette tendance-là? Parce qu'on a tout détruit, la flore, on a tout détruit à Bokeh, un peu partout où ces sociétés minières s'implantent. C'est les autres qui en profitent, pas nous. Nous détruisons notre sol, on ne peut pas faire de l'agriculture, mais en même temps, nous réussissons à faire bénéficier les autres, à les enrichir sur le dos du pauvre peuple de Guinée. Ouais. Victor Boyer-King. Oui, non, mais l'enquête de Tomba donne un éclairage nouveau et confirme ce que nous disions au préalable, c'est-à-dire qu'il y a une raison stratégique, géopolitique derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pas banal. Ça. Non, mais c'est pas banal. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, à l'arrivée de Poutine, ce sont les anciens du KGB reconvertis dans le SFB qui ont pris le pouvoir en Russie. Il a même des sociétés ici. Mais bien sûr, ce sont les oligarques russes. Et les oligarques russes font peur parce qu'ils sont sans état d'âme. Ils ont assassiné des journalistes, ils ont assassiné des opposants, ils se sont impliqués. On parlait tout à l'heure du Monténégro, mais Poutine n'a qu'une peur, c'est qu'aux portes de l'Ukraine, c'est-à-dire aux portes de chez lui, l'OTAN s'y installe. Donc il y a une redistribution en plus en Afrique, avec la Centrafrique qui est devenue russophone, où les Russes ont envahi toutes les sphères de la société publique et politique. Au Mali, avec la société Wagner, qui est en train d'essayer, et ce sont des mercenaires, qui est en train d'essayer de bouter hors comment dirais-je, du Mali, la France, le Tchad, etc. Les Russes sont en pleine offensive diplomatique et ils savent que l'un des précarés de la France, l'un des enjeux de l'économie mondiale de demain, ça sera l'Afrique. C'est une réalité. Donc, d'où effectivement ces nombreux scandales qui existent, la Russie qui s'implante, et ça ne m'étonne pas que ce monsieur, au mépris de toute règle d'un État, ait obtenu non seulement la nationalité guinéenne, mais en plus un passeport diplomatique, tenez-vous bien. C'est-à-dire que ce gars-là, qui est blacklisté partout, qui est par le Trésor public américain interdit de frapper de sanctions économiques, peut demain, au nom de la Guinée, aller négocier ce qu'il veut. Ouais. Et ça, j'appelle ça de l'incontinence patriotique. C'est insupportable. Voilà, Ahmed Kourouma. Allez-y, mon cher Ahmed. Voilà, je disais tout de suite que ce qui se passe en Guinée, c'est de la faute de nos autorités et non de ces Russes qui sont là. C'est l'exemple typique qui est là. Parce que quand on a adossé son pouvoir à un pays, parfois on a peur de choquer les compatriotes de ce pays. Je pense que nous en sommes là aussi parce que à un certain moment, beaucoup de pays africains ont commencé à adosser leur pouvoir au Kremlin. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi exactement? Quand la France dit il y a ceci, il y a cela, il y a le Kremlin qui est assis derrière qui dit calmez-vous, je suis là. Ouais. Et donc, quand c'est comme ça, il faut n'importe quoi. Je pense que nous sommes dans cette situation. Alors, concernant le passeport diplomatique, vous savez, ça peut être stratégique, comme on l'a dit, de façon normale. Il faut quand même avoir passé 5 ans pour l'obtenir. Mais pour des questions de sécurité, pour des questions stratégiques, et vous avez signalé que c'est un mercenaire et que c'est un agent des renseignements. Oui. Donc, dans le cadre sécuritaire, ce sont des actions parfois qui peuvent intervenir. C'est pourquoi vous pouvez voir un blanc aux cheveux roux avec le passeport guinéen. Ce n'est pas étonnant. C'est comme aussi un noir, tout noir comme un Sénégalais qui pourrait avoir un passeport sénégalais, mais qui donnerait des informations évidemment capitales aux Américains. Donc ça peut arriver. Allez-y. Puisqu'on parle de services secrets, forcément... C'est la folie. Oui. Oui. On dit même qu'on est des services secrets, tu sais. Hein. Oui. Ça se dit, hein. Oui. Voilà. J'allais dire que si on a pu détecter cela, c'est que l'agent en question n'est pas un véritable agent secret. Ouais. C'est si on ne savait pas ce dont était capable la Russie. Parce que parfois les Russes, on l'a vu dans d'autres pays où ils ont expressément dévoilé l'identité de certains agents secrets pour des raisons qui leur sont propres. Et donc pour le cas de l'agent dont parle Tamba Zakari, je me dis que c'est depuis le haut sommet. Les directeurs de la DCPAF qui délivrent ces passeports-là sont des exécutants. Non, ne me regardez pas comme ça. Okay, ne pensez pas que je le dis. Non, mais je te regarde pas. Je ne te regarde pas. Oui, je sais pourquoi vous le faites. Je ne le dis pas pour dédouaner Lamine Keïta. Je le dis parce que je me dis que c'est un exécutant qui, s'il l'a fait, il a forcément reçu les ordres. Attention, Antoine, ça glisse. Il a certainement reçu des ordres parce que 2017 c'est lui qui était là. Ça fait 9 ans qu'il est à ce service et donc s'il a pu délivrer un passeport diplomatique guinéen à un Russe, d'office on dirait que c'est lui qui est fautif. Mais il a reçu des ordres certainement pour agir comme il a fait. Donc
je me dis... Tu vas jeter le nom des gens. Non. Merci Antoine. Je n'ai pas jeté son nom, c'est lui qui était directeur à l'époque. Merci On ne peut que dire son nom. Antoine. Allez-y, pour clore la mine, si vous me permettez, Antoine. Cette histoire-là, je crois, il y a des dessous. Il y a assez de dessous qui relèvent de l'époque Alpha Condé. Bien. Il y a des contours dans cette histoire. C'est bien, Antoine. C'est bon. J'espère qu'on en saura plus bientôt. Merci beaucoup. Allez-y, Moussa ici là. Aïe, aïe, aïe. Je trouve que le parrain O+, il a eu raison de retirer du circuit dès sa prise de pouvoir tous les passeports diplomatiques. Ah bon? Oui. Ah, Moussa, tu en sais beaucoup, hein? Non, il faut le secouer un petit peu ce garçon-là. Non, pas du tout, je n'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? En tout cas, pas... ton parent O+, tu parles de Doom. Pas plus que vous. Alors, donc, je trouve que c'était des mesures assez... Voilà. C'est parfait. Là, il va me laisser tranquille. Uppercut. Il me laissera tranquille. Donc, il a retiré du circuit les passeports diplomatiques pour voir un peu plus clair dans ce qui s'est passé, parce que le trafic était très énorme. Peut-être que nous allons revenir là-dessus. Ouais. Mais je rappelle juste qu'en 2018, Sergei Skripal et sa fille Lulia. Skripal, lui, il était agent double. Il travaillait agent double du renseignement militaire russe. Il travaillait pour l'Angleterre. Lui et sa fille ont été contaminés par un agent neurotoxique qu'ils ont appelé le neurotoxique, mais certains pensent que c'est du polonium. Ils en sont morts. Ils ont perdu les cheveux au tabac. C'est-à-dire que les peaux, ils avaient la peau qui se détachait du corps. Et donc, du coup, lui et sa fille sont partis. Mais en même temps, je finis. Et il a été contaminé où? En Angleterre, là où il se sentait en sécurité, le pays pour lequel il travaillait désormais. Mais c'est là-bas où on l'a pris. Il a été touché par cet agent neurotoxique, sa fille et lui. Mais pas que lui, il y a 2 policiers aussi qui ont été contaminés, une chaîne de contamination. Et à cet agent, c'est irréparable. Quand vous êtes touché par ça, vous êtes mort. Vous êtes mort. Moi, je rappelle juste ça. Bien. C'est de Moussa ici là, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas que le pouvoir qui rend fou. Hein. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Dernière ligne droite au compte de cette émission. Nous partons ce matin du côté de Gambie. Si vous le voulez bien, Mohamed Diaby, nous allons retrouver évidemment nos correspondants, nos envoyés spéciaux évidemment de ce côté. C'est bien Daouda Mohamed Kamara et AOB que nous allons joindre. L'opposition crie donc à la fraude. Gambie, Barrow évidemment qui est relu. Oui, c'est une surprise. Barrow qui gagne avec plus de 50%, 50% de suffrage. Son opposant, celui qui était son mentor. Qui arrive loin derrière avec un peu plus de 20%. C'est quand même des premières élections indépendantes, on va dire comme ça. Bon, depuis plus de 20 ans. Bon, depuis 20 ans. Oui, depuis plus de 20 ans. Parce que, bon, celle de 2016 aussi, on peut le dire, même si Djamé après avait dit qu'il ne part pas, alors qu'il avait perdu la présidentielle. Il y avait un front contre lui. Adama Barrow avait quand même promis qu'il allait seulement travailler 3 ans. Après, il organise les élections, mais il est resté pendant 5 ans. Ah, le pouvoir. Le pouvoir, c'est nous. Voilà. Allez, on part sur le terrain, si vous voulez bien, mes chers amis. Voilà, c'est Daouda Mohamed que nous avons. Voilà, Daouda Mohamed Kamara, en direct donc de Banjul. Les grandes gueules. Bonjour, Daouda. Bonjour Lamine et bonjour à tous et très bonne reprise à vous. Merci beaucoup Daouda Mohamed. Allez-y, Thomas. Alors Daouda, on a suivi la campagne plutôt calme. On ne sentait pas, il n'y avait pas de relent qui nous permettait d'imaginer qu'à l'annonce des premiers résultats, il y aurait eu cette fronde en marche contre le président sortant. Finalement, dès que les tendances premières ont commencé à pencher en faveur d'Adama Barrow, l'opposition s'est réunie pour dire non. Expliquez-nous la situation ce matin. Vous nous appreniez que l'opposition préparait déjà des manifestations. Oui, effectivement, Tamba Zakari Melimouno, depuis hier déjà vers 17h,
Et les résultats étaient donnés à 85-90%. Et tout de suite, l'opposition autour du doyen de l'ancien de tous, d'ailleurs, Ousseinou Dabo, qui est le président de l'UDP, ils étaient retrouvés à Pipeline, à son domicile, pour rejeter cette élection parce qu'ils ont estimé que les chiffres qui étaient donnés par la Commission électorale indépendante ne reflétaient pas la réalité. À leur avis, ils ont trouvé que les chiffres étaient supérieurs à ceux qui étaient inscrits effectivement pour participer à ces votes. Donc, en rejetant cette élection, il y avait autour de Ousseinou Dabo Issa Fall, le candidat indépendant, mais aussi l'autre candidat, Mama Kandeh de GDC, qui se sont retrouvés pour rejeter cette élection. Et ce matin, ils sont en position déjà de conférence de presse. Et Issa Fall qui nous convoque d'ailleurs, qui nous convie à une conférence de presse à 14h. Et Mama Kandeh également qui s'est retrouvé pour donner sa position. Mais il y a un recours qui est prévu au niveau de la haute cour. Voilà. Daouda Mohamed Kamara du côté de Banjul, allez-y. Alors, recours prévu au niveau de la haute cour, ça on le comprend bien. Ce qui m'intéresse à présent, c'est plutôt le rôle des observateurs. On sait que l'Union européenne est présente, d'autres observations au plan régional et sous-régional aussi certainement. Est-ce qu'il y a quelques déclarations préliminaires déjà? Si oui, qu'est-ce qu'elles disent? Et puis, est-ce que la presse finalement a pu constater les opérations de vote dans les bureaux de vote, la transparence au niveau de l'affichage? Quelle aura été la partition de la presse? Oui, je vais commencer par la dernière question. La presse, effectivement, a eu accès, parce que nous avons eu accès à tous les bureaux de vote qu'on a visités. Les observateurs également, pour la première fois depuis plus de 20 ans que Commonwealth se retrouve en Gambie pour observer les élections. 4 anciens présidents africains étaient dans les équipes de la CEDEAO, mais aussi de l'Union africaine. L'Union européenne également fortement représentée en Gambie. La presse étrangère, on a vu beaucoup de presse, notamment marocaine, française et autres, qui sont retrouvées là. Et nous avons eu la possibilité de sillonner les bureaux de vote avec toute la liberté, mais aussi avec notre œil pour voir comment les choses se passent. Contrairement à notre pays, par exemple, où on retrouve à la rentrée des bureaux de vote la liste des électeurs d'un bureau de vote et quel est le chiffre qui revient à chaque bureau de vote, ici, ce n'était pas le cas. Il y avait simplement des fiches qui sont des fiches d'émargement pour les électeurs. Quand vous venez, vous déposez votre carte d'identité, on essaie de voir est-ce que vous existez sur la liste. Si oui, on vous fait signer, on vous fait imbiber le doigt dans l'encre. Ensuite, vous allez pour plonger la bille dans le tank de vote. Mais après, et dans la soirée après le dépouillement, nous avons suivi le dépouillement. Mais aussi, ce qui a simplement été affiché, combien chaque candidat a eu dans un bureau de vote. Il n'y a pas été dit les bulletins nuls, même si cela a été ressorti par la Commission électorale indépendante dans la proclamation progressive des résultats. Mais devant les bureaux de vote, aucun signe de ce genre qui nous dise qu'il y a eu un bulletin de vote ici ou 2 bulletins de vote. Combien étaient inscrits et combien ont effectivement voté, cela n'a pas été, en tout cas, relevé par la presse. Voilà qui est compris, Daouda Mohamed. Cette autre question, c'est par rapport à votre constat personnel sur cette victoire provisoire de Adama Barrow. Est-ce que de votre regard, il y a eu des irrégularités qu'on peut noter, il y a eu des manquements? Est-ce que ce que dit l'opposition est fondé? Je ne dirais pas que ce que dit l'opposition est fondé ou pas, parce que l'opposition estime déjà que le chiffre qui est donné est supérieur aux inscrits. Mais de ce que nous avons observé, de ce que nous avons vu, nulle part en tout cas de notre réseau de journalistes étrangers et locaux, nulle part nous n'avons pu relever à quelque endroit que ce soit une rumeur de bourrage d'urne, comme on le dit, ou de fraude, de tentative de fraude. Nous l'avons relevé. Mais peut-être que là, quand l'opposition le dit,
Et elle a bien ses raisons, peut-être qu'elle a bien ses éléments, puisque le recours est déjà fait du côté de la haute cour. Mais il faut le rappeler, pendant la campagne, le jour même du scrutin, j'ai eu à poser cette question à quelques opposants, notamment Issa Fall, mais aussi comment il s'appelle, à Ousseynou Dabo. Est-ce qu'ils étaient prêts à accepter les résultats qui sortiraient des urnes? Et si vous avez suivi notre élément sur Espace TV, Issa Fall, par exemple, le candidat indépendant, il a dit, yes, of course, we are ready to accept the result because we know that things are going fairly. Alors, comme pour dire qu'ils étaient sûrs que les choses se passaient de façon juste, crédible et transparente. Maintenant, à la dernière minute, que cela s'est relevé, je crois qu'ils ont bien leur raison ou leur preuve qu'ils vont peut-être présenter à la haute cour. Daouda Mohamed Kamara, évidemment, du côté de Banjul. Allez-y, madame, dernière question. Pardon. On a suivi quand même, vous avez suivi la campagne, vous avez sillonné avec les 6 candidats en lice. L'opposition qui appelle aujourd'hui à manifester, est-ce que vous pensez que c'est juste une façon de sauver la face ou bien vous pensez que la mobilisation peut se faire justement pour protester ces résultats? Est-ce que les mobilisations de campagne constituent l'élément de mesure de force ou pas? Et on a écouté par exemple chez nous à un moment donné quand Lansana Kouyaté a dit que les électeurs se louent en Guinée pour faire la campagne. Est-ce que le même cas ne s'est pas produit en Gambie? On a vu quand même des mobilisations. Les mobilisations qui ont le plus retenu le plus d'attention, c'est bien du côté de Ousseynou Dabo, mais aussi de Adama Barrow, et qui sont quand même, il faut le reconnaître, ces candidats de grands enjeux. Et tous les enjeux tournaient autour des deux. Et en troisième position, l'autre Mama Kandé. Mais la mobilisation, elle était totale, en tout cas, des deux côtés, du côté de Barrow, mais de Ousseynou Dabo. Pour les autres également, on a vu très tardivement des grandes masses qui se mobilisaient pour accompagner. Mais est-ce que cela suffit pour dire qu'ils ont vraiment... tous ceux qui sortent sont inscrits pour voter effectivement pour eux? C'est une question qu'il faille se poser. Voilà. Mais quand même, chacun de sa façon a pu mobiliser, et c'est là, je le disais la dernière fois, c'est là de 14h à 3h du matin. Daouda Mohamed Kamara, qui vous retrouve évidemment dans nos éditions d'information. Merci à vous, Daouda, et à toutes vos équipes de ce côté, du côté de Banjul. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Voilà, c'est comme ça qu'on va se quitter, évidemment, voilà, au compte de cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique, à Mohamed Gabi ici, à la radio, du côté de la télé Kabine Condé, Malissila, Mafat Assano, toute l'équipe. Demain, on va se retrouver, évidemment, avec le même plaisir pour vous accompagner avec une émission spéciale. Vous allez comprendre demain avec Kemoko Touré, entre autres. Prenez soin de vous. À demain, au revoir.